Démocratie. Avec nous ce soir pour en discuter, Jeanne Barseguian, maire Les Écologistes de Strasbourg, Emmanuel Ferrand, maire LR de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Fabien Verdier, maire sans étiquette de Châteaudun. Je vous laisse vous installer tranquillement. Bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous allez peut-être vouloir réagir à ce qui vient d'être dit à l'instant, mais je voudrais me tourner à nouveau vers Jérôme Fourquet qui est venu encore avec des cartes. On parlait des agriculteurs. Elle est intéressante la carte que vous voulez nous montrer, Jérôme Fourquet, parce qu'on voit au fond le choc que vivent les agriculteurs qui ressemble un peu au choc de la désindustrialisation en France. Oui, donc on a fait figurer sur deux cartes différentes le poids de la population agricole dans les territoires français. D'abord en 1990, donc on voit qu'à l'époque, dans toute la France rurale, les agriculteurs représentent encore 15, 20, 25% de la population communale. Et puis 25 ans plus tard, une génération après, vous voyez que comme la neige qui fond au soleil, les effectifs agricoles se sont contractés et dans de très nombreuses régions, ils sont aujourd'hui quasiment rayés de la carte. Si on prend juste deux chiffres, en 1988, il restait encore 1 million d'exploitations agricoles professionnelles. On est tombé à 380 000 cette année, enfin en 2022. Et donc, ce que nous venons de vivre en termes de crise agricole, c'est à la fois, bien évidemment, la question des prix qui ne sont pas assez rémunérateurs pour leur production, c'est la surtransposition des normes, mais plus profondément, c'est un coup de colère ou un cri existentiel face à une population, un groupe social qui se sent en voie de disparition, qui se sent de plus en plus acculé et incompris. Parce qu'en parallèle de cette diminution des effectifs des agriculteurs, le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture est resté identique par rapport au début des années 80, alors qu'il y avait 3 à 4 fois plus d'agriculteurs. Donc ces fonctionnaires, ils produisent de la norme, il y a des réglementations, et on a parlé de la surbureaucratisation tout à l'heure, ces agriculteurs vivent aussi ces sujets-là. L'urgence, Emmanuel Ferrand, de la nécessité de changer de modèle, vous l'entendez? L'urgence écologique. On parlait tout à l'heure de la difficile cohabitation entre les riverains et les agriculteurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ce que je peux vous dire, bonsoir déjà, c'est que l'agriculture... Déjà, on précise que vous êtes agriculteur. Agriculteur et maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, où on fait un charmant petit vin, un vin que je vous invite à venir le goûter. Simplement vous dire que l'agriculture, c'est une industrie lourde et il faut du temps. Il faut 9 mois entre le moment où on sème un grain de blé et on a un épi. La même chose pour avoir un veau. On ne peut pas réagir sur l'agriculture de la même façon que sur l'industrie. Il nous faut du temps. Et le temps, on peut l'avoir. C'est-à-dire qu'il faut prendre le principe que nous avons aujourd'hui. Nous avons dans l'Allier à Montoldre un centre qui a été inauguré par le ministre il n'y a pas très longtemps sur la robotique, qui va permettre demain de supprimer les herbicides par des robots qui vont aller dans nos champs. On a des solutions. On a des solutions avec la génétique, ce qu'on appelle les NGT, qui sont des solutions pour que les plantes se défendent elles-mêmes. Vous demandez du temps? Il faut du temps. Et il ne faut pas qu'on nous enlève... Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on n'en a pas du temps pour engager cette transition écologique. Mais madame, ça fait des millions d'années que l'agriculture existe et qu'elle s'est transformée. Il faudra peut-être 10 ans, 15 ans de plus. Mais ça fait des millions d'années. C'est le premier métier agriculteur qui est né sur la terre. L'homme était... une fois qu'il s'est sédentarisé, il a laissé la chasse pour cultiver. Laissez un peu de temps. Mais vous sentez monter une fracture, peut-être que le mot est trop fort, une colère entre les agriculteurs et ceux qui, justement, portent la volonté d'aller plus vite sur cette transition écologique, même au quotidien, quand on vous traite de pollueur. J'imagine que ça ne vous plaît pas. Évidemment, mais tout à l'heure, j'ai pris le train pour venir. Je n'ai pas été voir le conducteur du train pour lui dire « je vais vous expliquer comment emmener votre train ». Sous prétexte que j'ai fait du petit train électrique quand j'étais gamin, ou que mon arrière-grand-père a conduit une locomotive. J'ai fait confiance au conducteur du train. J'aimerais qu'on nous fasse confiance. Nous ne sommes pas comme l'a dit dans le reportage et comme l'a très bien dit M. Fourquet, nous ne sommes pas des inconscients. Nous sommes formés. J'ai un BTS agricole et nous avons des formations très régulièrement pour savoir ce que nous employons et de la façon dont nous le faisons. Jeanne Barseguian, votre réaction à vous qui êtes écologiste, maire de Strasbourg, quand vous entendez ce qui est dit sur laissez-nous du temps, le gouvernement fait une pause, même si vous avez expliqué la nature de cette pause. Comment est-ce que vous réagissez à la place qui est la vôtre en tant que maire? Et puis peut-être aussi un mot sur ce sujet que j'essaie de mettre sur la table, qui est, mais peut-être n'existe-t-il pas, sur ce frottement qu'il peut y avoir aujourd'hui sur cette transition écologique. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que les revendications des agriculteurs aujourd'hui sont légitimes.
ils ont du mal à vivre de leurs activités, ils souffrent pour un certain nombre d'entre eux. Donc ces questions, elles sont légitimes. Par contre, je suis assez réfractaire à opposer les questions de transition aux questions d'agriculture, parce qu'en fait, il y va de notre avenir, en fait, et de notre quotidien aussi aux uns et aux autres. À Strasbourg, on travaille main dans la main, collectivité, avec les agriculteurs. On développe d'ailleurs des innovations. Une des innovations dont j'avais envie de vous parler, c'est cette ordonnance verte que nous avons mise en place depuis plus d'1 an. Ordonnance verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le temps de la grossesse, les femmes et aussi leurs enfants à naître sont plus exposés et risquent davantage d'avoir des conséquences sur leur santé du fait de l'exposition aux produits chimiques. Et l'ordonnance verte, c'est le fait de se faire prescrire des paniers de légumes et de fruits bio 1 fois par semaine, gratuitement, en plus d'ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Ça marche et ce sont des débouchés et des revenus concrets pour les agriculteurs locaux. Bon, j'imagine que ça, vous êtes d'accord? Bien sûr. Moi, mais j'aimerais peut-être juste dire quelque chose. Vous m'avez accueilli comme ministre et vous avez bien fait. Mais en fait, je suis maire avant toute chose. Et en vrai, je suis au gouvernement depuis moins de 2 ans. J'ai passé avant près de 10 ans à être maire d'Angers. Et de façon très concrète, dans un département très agricole, on s'est dit comment on fait pour vraiment faire du bio et du local. On a remplacé la société qui faisait les achats à la cantine. Et au lieu de faire les menus, puis ensuite d'aller voir ce qu'étaient les produits disponibles, on a interrogé les agriculteurs de proximité autour de l'agglo. Et on leur a dit, qu'est-ce que vous avez de disponible à tel moment? Aujourd'hui, 56% des 13 000 repas préparés par la cantine municipale d'Angers vient du local, dans un rayon de 50 km, et 32% est bio. Moi, je suis attaché à un bio local, parce que si c'est un bio qui vient du bout du monde, en apparence, c'est bien, mais à la fin, on n'a pas un bon bilan carbone. Et donc, c'est très important de créer ce type de partenariat et de soutien. Quand on parle des territoires, quand on parle de la ruralité, quand on parle de l'écologie, il y a un sujet qui arrive très vite, c'est la voiture. Quand vous voyez par exemple que la maire de Paris a décidé de taxer le stationnement des SUV en fonction notamment du poids, est-ce que ces sujets-là, à la place encore une fois qui est la vôtre, vous êtes élu de terrain, comment est-ce que vous l'appréhendez? Vous dites à un moment donné, il va falloir changer de modèle, donc oui, il faut passer par des mesures de fermeté. Et est-ce que vous entendez ceux qui vous disent « mais on en a besoin de notre voiture » et par ailleurs, sur ce sujet-là, on a des injonctions contradictoires tout le temps? Bien sûr, c'est des sujets quotidiens qu'on aborde avec les habitants, mais souvent sur l'objectif qu'on se fixe, celui de lutter contre le réchauffement climatique. À Strasbourg, on nous annonce des pics de chaleur à 50 degrés en 2050. Celui de lutter contre la pollution de l'air, tout le monde est d'accord. Ce que nous demandent les habitants, c'est des solutions concrètes. À Strasbourg, on a mis en place, vous le savez bien, monsieur le ministre, une agence du climat qui permet d'accompagner les particuliers, les familles, les ménages, les entreprises dans leur transition en mobilité. Leur dire très concrètement quelles sont les aides disponibles. On en a rajouté qui viennent s'ajouter aux aides de l'État. Quel parcours vous pouvez faire et comment ça peut vous coûter moins cher. Mais on a besoin, je le dis très clairement, on a besoin du soutien de l'État. On a aussi besoin qu'il n'y ait pas de messages contradictoires qui soit porté par le gouvernement. À l'instant, on parlait du plan éco-phyto en pause. Sur les transports, monsieur le ministre le sait, les collectivités demandent depuis longtemps le déplafonnement du versement mobilité. On a besoin de moyens supplémentaires. C'est quoi le déplafonnement? Ça veut dire pouvoir augmenter les impôts qui pèsent sur les entreprises pour pouvoir financer le transport en commun. Qui nous permettent tout simplement de financer et d'investir massivement dans ces mobilités décarbonées. Les solutions, elles existent, nous les mettons en œuvre, mais nous avons besoin d'un appui plus conséquent de l'État. Fabien Verdier, vous avez un mot à dire sur ce sujet-là. Vous êtes maire de Châteaudun. Bonsoir, oui, maire de Châteaudun. Le désenclavement, on entend beaucoup parler de ce sujet-là lorsqu'on évoque les territoires, comme on dit en France. Bien sûr, alors il y a des villes, nous on défend aussi les villes sous préfecture, il y en a 235 en France, et il ne faut pas se tromper, il y a le monde rural, il y a les métropoles, et entre les deux, il y a les villes moyennes et les villes sous préfecture. Et là, on a besoin de la voiture, on a besoin de la ligne TER. Pour nous, c'est Châteaudun-Austerlitz. On a besoin de mobilité et transport. Paris-Clermont, chacun demande sa ligne. Voilà. Non, mais qu'elle marche, que la France des TER que fonctionne avec des trains à l'heure, avec des trains qui marchent et plus fréquents. Alors, d'abord... Deux choses. Je vous écoute. Non, mais je sens que vous allez cadrer le débat. Donc non, mais il y a deux choses. La voiture, ça a mis le feu aux poudres. On voit bien à chaque fois que les prix des carburants, c'était le moteur de la crise des Gilets jaunes. C'est un sujet qui revient régulièrement dans les colères de cette France qui considère qu'on ne l'entend pas. La question du désenclavement, de l'accès au territoire. On entendait tout à l'heure, il n'y en a que pour Paris. Justement, sur ce sujet-là. OK. Donc, il y a 40 ans, notre pays a fait un choix, c'est de dire on va mettre tout l'argent disponible du ferroviaire sur les TGV.
et on a arrêté d'entretenir les petites lignes. Et globalement, jusqu'au milieu des années 2010, on a tellement baissé les financements sur la régénération des petites lignes qu'on se retrouve aujourd'hui à payer des années de sous-investissement, comme si vous laissiez dans votre maison, peu à peu, sans travaux, aucun entretien, tout se déliter. On vient d'annoncer, il y a déjà 3 ans maintenant, que c'est 100 milliards d'euros d'investissement qu'on allait faire parce que les 6 TER qui existent à Châteaudun, les retards inadmissibles sur Paris-Clermont, qui est une des lignes franchement les plus honteuses en termes de services dans ce pays, nécessitent qu'on change les choses. Le 22 février, je vous l'annonce, je serai avec le président de la SNCF à Clermont pour annoncer un plan d'action particulier. Et typiquement sur les TER, les remarques que font les habitants de Châteaudun en disant si vous voulez qu'on soit plus que 200 à prendre tous les jours le train, il faut peut-être que, y compris sur les horaires, pas seulement sur la durée qui est aux alentours d'1h30, on puisse faire quelque chose. Il faut qu'on investisse, il faut juste comprendre que ça, typiquement aussi, ça prend du temps. Et en parallèle, pourquoi on fait tout ça ? C'est peut-être que si on remet 15 secondes les choses, on est en face aujourd'hui d'une urgence climatique. Ce jour-là, aujourd'hui, pour la première fois, on nous dit nous avons dépassé le 1,5 degré d'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle. Et le problème, c'est que un petit degré de plus, c'est pas qu'on enlève son pull au printemps. C'est que ça augmente les sécheresses, ça diminue la neige, ça augmente le gel, ça augmente l'ensemble des catastrophes naturelles. Et ne pas agir, ça pose un problème. Quel est le premier secteur émetteur ? Les transports. Quel est le mode le plus décarboné ? Le train. Mais pour autant, notre pays, c'est 68 millions d'habitants. C'est des communes qui nécessitent des voitures. Le monorail Châteaudun-Austerlitz, elle n'est pas électrique. On est en 2024. Qu'a fait l'État ces 30 dernières années ? Alors, ces 30 derniers mois, je pourrais éventuellement vous répondre. Ces 30 dernières années, vous comprendrez que j'ai évidemment plus de difficultés. Et là encore, il y a tout le problème. Il y a l'arrivée sur Austerlitz, il y a le lien avec le RER, parce qu'à un moment, vous arrivez sur cette ligne. Vous s'arrêter à la BNF aussi. Mais pour être très concret, une solution ne permet pas de répondre à la mosaïque de notre pays. La voiture, quand vous êtes dans le centre-ville de Paris, c'est pas la même situation que quand vous êtes à la campagne. Et il ne faut pas laisser croire aux gens qu'on va aller mettre des TER partout dans le pays, parce que ça n'est ni possible, ni même souhaitable d'un point de vue écologique, compte tenu du coût que ça représenterait. Il faut qu'on ait des solutions qui soient adaptées à la réalité des territoires. Donc, Monsieur le Ministre, moins de normes. Moins de normes qui viennent de Paris. Mais je suis d'accord. Parce que dans ce que vous venez de dire, et j'y adhère complètement, moi, à Saint-Pourçain, si j'ai pas la voiture, j'habite à 5 km du centre-bourg, j'ai pas de tram, j'ai pas de bus, j'ai pas de métro, j'ai ma voiture, mon vélo éventuellement, les jours où il pleut pas. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas de normes. Et on crève de normes parisiennes qui nous sont... Vous avez interrogé sur la voiture. Je n'ai pas d'avis sur les voitures parisiennes. Ce n'est pas mon problème. Bon non, parce que je ne voudrais pas qu'Anne Hidalgo vienne pour emmener un jugement sur les voitures à Saint-Pourçain ou Ghana ou la communauté de communes. Donc laissons les élus à leur place décider. Et le problème qu'on a actuellement, tant en agriculture que pour les élus, on pourra parler de la Loisanne, Monsieur le Ministre, tout à l'heure aussi. Avec joie. Cet abattement de normes. La Loisanne. Cet abattement de normes. On a du bon sens, les élus. On n'est pas forcément aussi bien instruits que vous, mais on a du bon sens et on arrive à gérer quand même le bon sens, vous avez remarqué que c'était le mot-clé du Premier ministre. Oui, je sais bien, mais il faut qu'il vienne nous voir pour qu'on explique un peu notre bon sens à nous. Vous avez parlé des normes. Évidemment, c'est un sujet qui vous préoccupe au quotidien, qui gêne votre action. Je pense que vous êtes d'accord pour dire ça les uns et les autres. Débureaucratiser. Et économiser en même temps. Économiser. Alors, Cyril Graziani, bonsoir. Débureaucratiser, ça, c'est un chantier qui est vieux comme la politique et qui est un chantier titanesque. Oui, parce que l'inflation normative est devenue la norme. Regardez, depuis 2002, le code de la consommation a cru de 311%, le code du commerce de 364%, enfin celui de l'environnement qui intéresse le ministre, 653% de normes en plus. Alors la Direction générale des collectivités locales estime à 2 milliards d'euros le coût des normes pour les collectivités entre 2017 et 2021. Alors je voulais vous faire part de certains témoignages. Par exemple, cette agricultrice, elle a souhaité construire un bâtiment agricole. Le dossier de demande de permis de construire est passé de 4 à 20 pages en 20 ans et elle a dû fournir le même document 9 fois. Le monde de l'immobilier aussi observe ces normes avec effroi. Les règles PLU, les labels. Une des plus récentes a même fait l'effet d'une douche froide. Elle s'appelle l'imposition de douche sans ressaut, c'est-à-dire que c'est une douche sans marche. L'arrivée de cette nouvelle réglementation n'a pas laissé le temps à la filière de se préparer. Et puis Caroline, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez en quelle langue les poissons doivent être affichés sur les étals ? Non. En latin. Oui, en latin, une réglementation européenne de 2013 oblige à mentionner le nom des espèces de poissons
en latin. En 2018, des poissonniers du Vieux-Port de Marseille en ont fait les frais. Amende 4 à 1 500 €. C'est intéressant parce que, monsieur le ministre, je crois que la mer est revenue dans votre ministère. Des exemples comme ça, il y en a des centaines. On parle même de 400 000 normes en France. Cet écrasement des normes ne date pas d'hier. Georges Pompidou voulait qu'on arrête, je cite, d'emmerder les Français. François Hollande puis Emmanuel Macron ont aussi lancé des chocs de simplification dont on voit les résultats. Bon, c'est un énorme chantier. Il faut avoir de la modestie. Il en a oublié beaucoup. Et il faut avoir de la modestie quand on s'attaque à ce chantier, après la démonstration que vient de faire Cyril Gradiani. Oui, mais on peut le faire. Alors, je partage totalement l'idée qu'on peut le faire. Il faut de la modestie, il faut de la constance. Et avec une difficulté, c'est que parfois ceux qui les dénoncent sont ceux qui en rajoutent. Tout le monde est par exemple d'accord pour dire qu'il y en a trop. Un projet de loi qui n'est pas dans mon champ, mais qui a beaucoup fait parler sur l'immigration. Le projet faisait 20 mesures à l'arrivée. Il en faisait 96. Quand il est ressorti du Parlement, avec tout le monde qui a ajouté des dispositions, des normes. Et je vais vous donner un exemple d'une chose concrète qu'on a supprimée la semaine dernière, ou d'un décret que j'ai pris il y a 3 jours. C'est qu'on a en plus parfois des normes qui disent le contraire, notamment dans le domaine de l'écologie. Et donc vous avez des cas dans lesquels c'est l'écologie contre l'écologie. L'année dernière, pour lutter contre les incendies, on a décidé de rappeler aux gens qu'on doit débroussailler quand on habite à la campagne, jusqu'à la lisière du bois. Le problème, c'est que le débroussaillage se fait au printemps. Et on n'a pas le droit de débroussailler quand les espèces se reproduisent. C'est ça. Donc quand on dit aux gens, il faut débroussailler, il ne faut pas débroussailler, eh ben, forcément, ça rend dingue. Et donc, ça vous rend dingue, Emmanuel Ferrand, ça vous rend dingue. Ça me rend dingue, mais en même temps, c'est possible, c'est possible. Je suis conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Les fonds européens, c'est ma délégation. On est passé entre 2 programmations de 89 mesures à 26 et de 3250 pages à 150 pages. C'est donc possible. On a diminué les normes, on a diminué le nombre de pages, on a diminué les contraintes. Et ce que vous disiez tout à l'heure dans votre reportage à l'agricultrice qui peine et qu'il faut je ne sais plus combien de dossiers pour construire son bâtiment, on a réussi à diminuer toutes ces normes-là. Donc c'est possible. Il faut prendre exemple et il y a des exemples qui sont possibles. L'une des difficultés majeures de ces fractures françaises, en tout cas ce sentiment parfois qu'ils peuvent avoir des Français de déclassement, c'est-à-dire de dire c'est pas pour nous, c'est l'accès aux services publics. Je me tourne vers vous, Mohamed Bouafsi, vous êtes aux côtés de Romain Thévenoud. Il a une profession qu'on ne connaissait pas il y a quelque temps, il est Flying Doctor. Expliquez-nous. Oui, c'est ça, Flying Doctors, puisque quand une ville moyenne comme Nevers mêle plusieurs difficultés, eh bien ça fait de grands problèmes pour cette ville. Dos au mur, parfois certains maires peuvent prendre des décisions surprenantes. Le 26 janvier 2023, le maire de Nevers inaugurait le premier vol en jet privé entre sa ville et Dijon, 190 km seulement. Pourtant, monsieur le ministre, avec des médecins à son bord, il y avait vous, Romain Thévenoud, à bord de cet avion, ce jet privé, pour mettre fin à la désertification médicale qui touche Nevers. Pourquoi avoir pris cet avion? Et surtout, je crois savoir que c'était une décision qui vous surprenait au départ et vous ne vous attendiez pas à ce résultat à Nevers et cette attente des habitants. Oui, moi j'ai commencé la médecine dans la Nièvre, justement. J'étais médecin remplaçant à Saint-Amand-Puisaye et je ne pensais pas que 20 ans après, j'allais me rendre en avion à Nevers. Je pouvais imaginer faire une mission humanitaire, éventuellement dans des pays en voie de développement, mais faire 180 km avec un avion pour faire ce que je sais faire. Parce que voilà, à peu près, et en tout cas j'essaye, de porter du soin à un territoire où il manque cruellement de soignants, de médecins. On était dans cet avion, vous voyez des images, mais il n'y a pas que le pan de la médecine générale. Moi, je suis médecin à SOS Médecins Dijon depuis 15 ans. Il y avait des professeurs de médecine, des professeurs de chirurgie, des praticiens hospitaliers, privés, publics. Donc vous voyez que la médecine se sent concernée par ces territoires qui sont abandonnés. On parle de Nevers. Nevers, une agglomération de 90 000 habitants. Là, on ne parle pas d'un territoire ultra-rural. C'est-à-dire que c'est une préfecture. Donc vous voyez, on est dans une situation qui est catastrophique. Et Romain Thévenoud, quand vous arrivez à Nevers, on voit les images. Vous m'avez dit, on a découvert des drames sociaux. Des gens qui n'étaient pas soignés depuis plusieurs années. Oui, c'est des drames sociaux, des drames humains, et puis nos collègues. En fait, on arrive à l'hôpital et on se rend très vite compte que les collègues hospitaliers, en particulier les urgences, sont débordés. Les confrères de médecine de ville sont épuisés moralement, physiquement. Et puis très vite, donc on se rend compte, nous, SOS Médecins Dijon, qu'on a des moyens humains.
qu'on peut aider cette zone-là, et donc on veut aller plus loin. Et pour aller plus loin, on décide de mettre en place, SOS Médecins Dijon, une antenne directement au sein des urgences de Nevers, alors avec l'appui du maire de Nevers, Denis Thuriot, de l'Agence régionale de santé, de Conseil de l'Ordre et surtout du centre hospitalier de Nevers, pour essayer de casser toute cette fracture, en fait, ces frontières, pas cette fracture, les frontières qui existent entre le public et le privé. Les politiques, souvent, vous êtes amenés à parler de la frontière qui est créée entre les deux jambes qu'est notre système de santé, la jambe de l'hôpital public et la jambe de la ville. Je crois qu'il l'un, il faut bien le dire à nos concitoyens, s'il y en a un qui s'effondre ce jour, l'autre suivra. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et quand les collectivités locales, quand le maire Denis Thuriot de Nevers décide de faire ça, alors bien sûr, on m'a mis en avant l'histoire, vous avez parlé d'écologie, de l'empreinte carbone, mais moi, je suis médecin. Je suis là pour soigner, en fait. Je suis là pour aider les gens et répondre à des gens qui n'ont plus de médecin traitant. Je vois des gens qui arrivent, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'y étais à Nevers, il y a une dame qui a fondu en larmes devant moi parce que j'allais lui renouveler simplement son accident de travail et son arrêt, parce qu'elle ne trouvait plus personne. Elle avait fait 20 demandes, et moi, je blâme pas, mais mes collègues, ils sont débordés, ils sont épuisés. Et on va devant une catastrophe. On vous sent ému, Romain Thévenoud, par la situation, au fond, que vous découvrez à chaque fois que vous vous déplacez. Oui, parce que moi, je fais ça depuis très longtemps. Je vois, et chaque jour, j'entends un cri d'alarme. J'ai entendu le garde des Sceaux parler de la formation des magistrats en 31 mois. Il parle beaucoup de moyens humains. Mais c'est quoi les moyens humains qu'on a? Il nous faut 3 ans et demi pour former une infirmière. Il nous faut 6 ans pour former une sage-femme. Il nous faut 10 ans pour un généraliste, 12 ans pour un chirurgien, 15 ans pour un psychiatre. On en est où? On est en train d'annoncer une catastrophe sur la santé de nos Français. Vous voyez, on arrive à la fin de l'émission pour le sujet qui nous concerne tous. Le Premier ministre parlait de la santé des gens qui voulaient remettre au travail. Mais il sait la santé des personnes actuellement? Je vous le dis, monsieur le ministre, la santé actuellement est déplorable. La santé des jeunes, il a parlé de la psychologie. Si vous permettez, d'abord, je pense qu'il n'y a pas une personne ici sur ce plateau qui pense à votre empreinte carbone au moment où vous êtes en train de vous exprimer. Et je pense que tout le monde pense plutôt au contraire à votre dévouement et au fait que le serment d'Hippocrate, manifestement, il a de la valeur dans votre bouche. Mes 2 parents sont médecins. Et donc, il y a bien quelque chose que je connais de l'intérieur pour l'avoir vu, les horaires épuisants, les histoires de vie dans lesquelles c'est pas qu'une question technique, mais d'empathie, et dans lesquelles prendre du temps, alors que c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément, y compris quand on fait ses études, c'est pas dans le manuel, mais c'est cette part d'humanité qui aussi parfois fait la différence. Et quand vous dites qu'il faut arrêter d'opposer le public et le privé, dans plein de domaines d'ailleurs, on gagnerait tous à se demander comment on fait davantage société. Une des difficultés, c'est exactement celle que vous décrivez. Même si on a soulagé le numerus clausus, fait en sorte de recruter de manière large, on a tellement comprimé, il y a 15 ou 20 ans, les effectifs en se disant que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de dépenses de santé, comme si on oubliait les patients, à partir d'un raisonnement totalement technocratique et de normes. Quand j'ai fait mes études à Sciences Po, j'ai entendu ce discours d'un inspecteur des affaires sociales disant « moins il y a de médecins, moins il y a d'ordonnances, moins il y a d'ordonnances, moins il y a de médicaments, moins il y a de dépenses ». On est aujourd'hui dans une situation pour l'inverser dans l'autre sens. Ça prend un temps fou, beaucoup trop long, des situations que vous êtes en train de décrire, qui fait que maintenant on va chercher des médecins à l'étranger, qu'on est en train de regarder comment on redonne du temps médical en diminuant des tâches administratives, mais c'est effectivement une cause qui nécessite plus. Vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, je pense qu'on est tous conscients qu'il faut un choc d'attractivité. Le choc d'attractivité, permettez-moi de vous dire, de faire une année de plus en médecine générale, alors qu'on a cruellement besoin de médecins généralistes, je ne suis pas sûr que ça soit. Et puis, il faut motiver surtout les personnes qui sont actuellement en cours de formation, qui ne quittent pas. Parce qu'on voit de plus en plus de jeunes infirmières, de jeunes aides-soignantes, de jeunes médecins qui déplaquent, qui arrêtent leur métier très tôt, au tout début de leur carrière professionnelle. Et là, vous voyez le message ce soir. Ça, je peux faire aussi un petit peu de politique. Le message qui est envoyé par ce gouvernement en nommant le député Valletoux, ce soir, la profession, qu'elle soit publique, privée, mais le pire, les plus jeunes, les internes, parce qu'on sait très bien que le député Valletoux, et maintenant ministre Valletoux, souhaite la coercition. Et ça, c'est très,
Alors, je voudrais laissez-lui sa chance, docteur. Vraiment. On va lui laisser sa chance. Il a été nommé il y a 3 heures. Fabien Verdier, vous n'avez pas beaucoup parlé. Je voudrais peut-être que vous réagissiez à ce qui vient d'être dit sur cette absence d'accès à un médecin, la situation à laquelle vous êtes confronté. Vous, on pourrait parler aussi, je sais que Jérôme Fourquet est venu avec une carte sur les bureaux de poste, la disparition des bureaux de poste, sur le fait que les services publics ne sont pas accessibles. Comment est-ce que vos administrés le vivent? Avec un sentiment peut-être d'être laissés pour compte, ou est-ce qu'ils comprennent le changement de modèle? Tout à fait, ils sont laissés pour compte. La première priorité des habitants de Châteaudun et du Grand Châteaudun, c'est la santé. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit le docteur. J'aurais tellement de choses à dire. Je suis président du conseil de surveillance de mon hôpital. C'est 700 agents. On nous a fermé la maternité il y a quelques années. Les ARS sont trop éloignés. Châteaudun, on est à 50-60 km de tout. On est super bien placé, mais on est de tout. Mon adjoint à la santé, il a amené 20 CV. On est bloqué au CNG, au Centre national de gestion, au ministère de la Santé. On a des procédures avec des médecins qui sont ailleurs, qui pourraient venir ici. Pas dû c'est-à-dire hors Union européenne. Parce que le numerus clausus a tellement fermé les choses qu'on ne peut pas les accueillir. On a besoin de médecins généralistes, on a besoin de dentistes, de cardiologues, d'orthophonistes. On ne peut pas les attirer parce que les règles, aujourd'hui, on parlait de bureaucratie, mais c'est catastrophique. On a amené des tonnes Vous ne pouvez pas les attirer à cause des règles? Oui, et c'est bloqué. Et encore, mais c'est bloqué par qui? Au Centre national de gestion, il y a une procédure Oxman, parce que c'est des documents comme ça. Ça fait 2 ans qu'on a un médecin qui pourrait venir. Il est motivé pour le venir, il est en Suède. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une procédure Oxfam. Oxman, c'est très technocratique. C'est une procédure pour les personnes qui sont hors Union européenne. Ce médecin, il est originaire d'Irak. Et comme par hasard, on lui demande un diplôme d'Irak qui a certainement brûlé à Bagdad il y a quelques années, comme on peut l'imaginer. Et donc pour ça, il ne peut pas venir? Par exemple. Et c'est beaucoup plus compliqué. On a beau pousser, et encore, j'ai quelques relais, quelques réseaux, je suis directeur d'hôpital de profession, et malgré tout, ça n'avance pas. Et ça n'avance pas non plus quand vous essayez d'installer une entreprise d'industrie aéronautique dans votre ville? Oui, sur les TAMAT. Vous êtes bloqué aussi pour la réindustrialisation. Tout à l'heure, je l'ai remis à M. Attal, le Premier ministre. Les TAMAT, ça fait 27 ans qu'il est fermé. J'ai 70 hectares. M. Macron, il dit... Les TAMAT, c'est un arsenal militaire. Je suis désolée, je suis hyper vigilante. Un camp de munitions qui fait 72 hectares à côté de Châteaudun, à la Chapelle du Noyer. Martine Profetti, la maire comme moi, on aimerait que ça se développe, qu'on puisse faire de l'industrie. Ça fait 27 ans que le site est fermé. Où est l'État sur ces sujets-là? Jeanne Barséguian, vous avez aussi le sentiment d'être empêchée de bien faire? En fait, beaucoup de situations qui concernent les territoires ruraux, les villes moyennes concernent aussi les grandes villes. C'est aussi le cas pour la désertification médicale. Nous aussi, on a des problèmes pour trouver suffisamment de médecins. Du coup, on crée des maisons urbaines de santé dans les différents quartiers. Mais d'une manière générale, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, il n'est pas très profitable d'opposer les villes et les territoires ruraux parce qu'on est interdépendants les uns des autres, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour les services publics. C'est souvent un discours qu'on entend, et aussi on peut entendre que les villes ont finalement tout ce qu'il leur faut et qu'il faut flécher les financements. Moi, je pense que nos territoires sont interdépendants, qu'on doit coopérer justement entre territoires ruraux et grandes villes et métropoles, qu'on en a besoin pour nos services publics locaux, qu'on en a besoin pour nos politiques de mobilité, qu'on en a besoin pour nos politiques d'alimentation. Et en fait, ces solutions, on les a puisque nous les créons. Là où clairement, et je vais vous dire, c'est pas un problème de normes, il nous manque des moyens supplémentaires. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est la question de la rénovation thermique des bâtiments, par exemple. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'il nous manque des filières structurées qui permettent justement de faire la rénovation thermique des logements privés ou des bâtiments communaux. Donc vraiment, j'insiste, je pense que les solutions, elles existent. Elles existent et elles viennent du terrain. C'est ce qu'on a entendu aussi ce soir. Vous en êtes conscient, convaincu? Il va falloir terminer cette émission. Je vais le faire en vous disant la chose suivante. Je suis le ministre de l'écologie et des territoires. Oui. Et pour la première fois, si on a mis ces deux choses ensemble, c'est parce que le président de la République a la conviction que c'est en territorialisant l'écologie qu'on va y arriver. 2,5 milliards d'euros, c'est la somme du fonds vert. Pour la première fois dans ce pays, on a doublé l'aide apportée aux collectivités territoriales et on ne l'a pas fait avec des CERFA, on ne l'a pas fait avec des appels à projets, on l'a fait en disant chaque préfet va regarder, ce sont 10 000 communes qui ont été accompagnées en 2023, ce sera davantage cette année, la rénovation. On augmente les moyens et mon ambition, c'est qu'on décentralise le suivi de ma prime rénov, parce que je suis convaincu que si on faisait ça au plus près du terrain, là aussi, là où parfois on raconte des histoires de complexité, on retrouverait de la simplicité. En fait, on a devant nous des chantiers colossaux pour ce pays. Il y a deux options. Se mettre la tête dans le sable en disant qu'on n'y arrivera pas, se retrousser les manches, et si on veut le faire collectivement, c'est en s'appuyant sur les maires, c'est en s'appuyant sur les territoires. En leur donnant de la liberté. Et en leur donnant de la liberté. On a beaucoup entendu ça ce soir. Donnez-nous les clés. Débureaucratiser et accélérer. Ça fait très longtemps qu'on entend ce genre de discours. C'est une intention. Un nouveau gouvernement vient d'être nommé. J'imagine que vous avez envie d'y croire.
Oui, mais vous êtes sceptique. Vous pouvez dire non. On est là pour l'intérêt général, mais il faut des résultats. On entend des paroles et derrière, les ministres parlent, mais l'administration fait autrement. Oui, ça, et les fonds verts sont insuffisants en encore. Reparlant de l'hôpital, on a juste un conseil de surveillance. Hier, c'était un conseil d'administration. Le pouvoir des élus a baissé. Les normes ont pris de l'importance et donc on a moins de prérogatives. Je peux résumer en disant, écoutez-nous. Oui. Donnez-nous les clés et faites avec nous. Faites-nous confiance. Moi, je prends un engagement, Madame Roux, c'est que dans les 3 prochains mois, je vais aller à Châteaudun, à Strasbourg, et goûter le produit local à 5% de Sioule. Et dans chacune de ces communes, sur les tamates, sur la chaleur fatale de BWS et sur le ZAN, on prendra le temps de regarder. Moi, je n'ai pas compris un mot de cette dernière phrase, mais ça a l'air de vous faire plaisir. À Châteaudun et je compte sur l'éducation nationale et l'État pour le sauver. Merci à vous tous. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir partagé votre expertise et votre expérience, vos projets, votre ambition de réparer la France, puisque c'était ça qui nous réunissait ce soir. Je vous souhaite une très belle